Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2/3 des territoires des États-Unis. Bonjour à tous. L'intensification inhabituelle de l'activité top secret des militaires et des diplomates en fin de semaine à Washington laisse entrevoir l'imminence d'un événement majeur en politique étrangère américaine. L'attention se concentre sur les Caraïbes et une intervention possible contre Cuba. Dans l'après-midi, l'ambassadeur soviétique est convoqué de toute urgence chez le secrétaire d'État Dean Rusk. Dean Rusk a dit « Vous livrez des missiles à Cuba. Nous avons des photos de reconnaissance aérienne. C'est une menace à notre sécurité et il nous est impossible de l'accepter. » Dans 1 heure, à 19 h, le président s'adressera à la radio et à la télévision au peuple américain et il va décrire la situation. Il veut que vous transmettiez le message au même moment à Khrouchtchev. À 19 h, Kennedy annonce au monde la découverte des missiles soviétiques à Cuba et l'entrée en vigueur du blocus. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Il lançait en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 cargos soviétiques étaient déjà en route. Qu'allait-il sortir de la rencontre? Les cargos accepteraient-ils le contrôle? Tenteraient-ils de forcer le passage? Les heures commencèrent à se faire lourdes. La flotte américaine encercle maintenant Cuba. Les navires soviétiques maintiennent le cap. La confrontation semble imminente. Kennedy veut un contact direct avec Moscou. Il envoie son frère Robert rencontrer en secret l'ambassadeur soviétique. Il a dit « Votre gouvernement a-t-il ordonné aux capitaines des navires de faire demi-tour parce que Kennedy a imposé la quarantaine ?» J'ai répondu « Non, nos capitaines n'ont pas reçu de tels ordres. Et autant que je le sache, ils ont reçu l'ordre de continuer vers Cuba. » Selon la loi internationale, vous n'avez pas le droit d'arrêter nos navires dans les eaux internationales. Vous ne pouvez pas tracer une ligne imaginaire qui ne peut être franchie, c'est contre la loi. Il a répondu « Eh bien alors, je ne sais pas où cela va nous mener. » Le Pentagone affirme que les États-Unis sont résolus à couler tous les navires du bloc communiste en route vers Cuba, qui refuseront de s'arrêter et de subir une fouille comme l'impose le blocus. En outre, on recourra à la force s'il le faut pour stopper et fouiller n'importe quel navire de n'importe quel pays en route vers Cuba. Je crois que c'est à ce moment qu'on a vraiment retenu notre souffle. Je me souviens que j'étais dans la salle des nouvelles à préparer le bulletin suivant et que je tapais à la machine les doigts croisés presque littéralement. Allons voir ce qui se passe au Pentagone, où l'on retrouve Charles Fran. Charles, y a-t-il du nouveau sur la position de ces navires soviétiques ou sur ce qui se passe? Walter, nous n'avons pas de nouvelles depuis maintenant plusieurs heures à propos de la confrontation entre les navires américains et soviétiques. La tension est extrême. Les gens se préparent à un éventuel holocauste nucléaire. Dans tout le pays, la population se rue vers les supermarchés.
Nous avions une salle de rangement, là où sont les chaudières de chauffage, et nous nous demandions si on pouvait la transformer en une sorte d'abri nucléaire. Nous apprenions pour la première fois de combien de temps nous disposions après l'explosion, avant que les gaz mortels, la chaleur suffocante et ainsi de suite nous atteignent. Les dirigeants soviétiques tentent de dissimuler la crise à leur population, mais la nouvelle se répand. Les gens sentaient venir la guerre et ils étaient très tendus. Je me souviens que mes parents se sentaient condamnés. Ils comprenaient que cette guerre ne serait pas comme les autres, que ce serait une guerre avec des bombes atomiques. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos, dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. C'est dans cette atmosphère que le Conseil de sécurité se réunit d'urgence. Plainte de l'URSS accusant les États-Unis de piraterie par la bouche de M. Zorin. Plainte de Cuba. Plainte des États-Unis par la voix de M. Stevenson. Dans le même temps, à l'Organisation des États d'Amérique réunie en séance extraordinaire, la place de Cuba était demeurée vide. Et celle des États-Unis était occupée par le ministre des Affaires étrangères, M. Dean Rusk. L'Assemblée approuvait les mesures décidées pour faire face au danger d'agression venant de Cuba. À La Havane, la fièvre était montée au paroxysme. Les manifestations de masse pour conspuer les États-Unis se succédaient. Fidel Castro, lui-même, vint haranguer une population fanatisée qui brandissait des pancartes au slogan définitif. La mobilisation générale était déjà entrée en cours. On creusait des tranchées sur les côtes, les postes de DCA guettaient dans le ciel vide l'approche des bombardiers US, et l'homme de la rue reprenait l'uniforme. De l'autre côté de l'Atlantique, diverses manifestations prenaient pour cible les ambassades ou les organismes américains. L'une d'entre elles, celle d'Alger, répondait à la toute jeune amitié Algérie-Cuba affichée depuis la visite de Ben Bella à Fidel Castro. Qu'allait-il sortir de cette fièvre dangereuse? À Guantanamo, la base louée aux Américains par Cuba pour 99 ans, plusieurs milliers de marines étaient arrivés en renfort. Par contre, femmes et enfants étaient évacués. Tout était possible. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchtchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rampes. Reste tout de même Guantanamo dont Castro réclame l'évacuation. Mais l'heure du drame est passée.